Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui deal du peps aux nanas épuisées. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, maman, coach en résilience et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, épuisement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras différentes ressources qui vont te permettre de faire face à cette situation et de remonter la pente. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors cet épisode est particulier pour plusieurs raisons. Petit 1, c'est celui de la rentrée, donc il signe un renouveau, un recommencement, un nouveau départ. Petit 2, il est fait à 100% en ligne, donc tu verras que le son n'est pas comme d'habitude. Petit 3, il est animé par 2 podcasteuses, donc il y a moi que tu connais, et puis tu verras qu'il y a Nadia, il y a sa présentation juste après. Et enfin, c'est un épisode dans lequel on va enfin parler du tricot. Une des intervenantes est une tricot addict, une designer tricot que j'ai hâte de te présenter. Et l'autre, c'est Elodie, que j'ai connue dans un autre contexte, que j'apprécie beaucoup et qui est coach parental. Je te souhaite une très très bonne écoute. J'espère que tu y trouveras des réponses dans cet échange. Et puis je te dis à tout de suite. Moi, c'est Nadia, l'hôte du podcast Grand Défi et Tout Petit. J'ai créé ce podcast en décembre à la suite de difficultés de mon grand qui va avoir 4 ans en août et qui, quand il est entré en petite section, donc sa première rentrée, a connu d'énormes difficultés. Et je me suis tournée vers les podcasts et j'ai pas vraiment trouvé de podcast avec des interviews uniquement de parents qui parlent de leurs difficultés. Donc voilà, donc je me suis dit je vais le créer. Ça permettra de libérer leurs paroles, de déjà se sentir un peu plus léger en parlant. Et ceux qui écoutent, ils peuvent se dire ah tiens, je ne suis pas le seul ou la seule à vivre cette difficulté. Moi, je suis Mylène, donc je suis instit de formation. Alors, j'ai 2 enfants. J'ai Samuel qui a 4 ans, qui est en moyenne section, et j'ai Alex qui a 10 mois. Voilà, et on est à la maison avec mon conjoint. Et à côté de ça, donc j'ai mon boulot d'instit et j'ai aussi mon boulot de designer tricot, dont le lien avec Sarah. Tout à fait. Et tu disais que tu étais instit, tu as quelle classe, quel niveau de classe, je veux dire? Alors, j'ai pas de classe fixe. Jusque-là, j'étais remplaçante. Donc, les remplacements longue durée. Donc, j'ai déjà fait des années entières, une année entière sur une même classe, mais d'une année sur l'autre, j'ai des niveaux différents. Toi, tu aurais bien aimé avoir une classe que tu suivrais voilà, du début à la fin, année après année? Au début, oui. Alors, c'est compliqué parce que ça marche avec un mouvement, en fait. Donc, on fait des vœux on fait un vœu. Et moi, je voulais quelque chose proche de la maison. Donc, j'ai demandé ce poste de remplaçante que j'ai eu. Donc, je suis à 20 minutes de chez moi, donc c'est plutôt confortable. Après, voilà, tous les ans, j'essayais de demander une classe fixe et tout, mais j'ai jamais obtenu parce qu'on commence à être saturé dans les différentes circonscriptions et du coup, tout le monde demande aussi les postes de classe fixe, donc j'ai jamais réussi à obtenir ces postes-là. Donc, au final, je m'en suis accommodée aussi parce qu'il y a des moments, quand on n'a pas de remplacement, on doit aller dans les écoles aider les collègues, mais du coup, il n'y a pas la préparation, il n'y a pas les corrections. Quand on a des enfants en bas âge, il y a aussi un certain confort, quoi. Elodie, je te propose d'enchaîner. Eh bien oui, avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup les filles de m'accueillir sur vos podcasts. Oula, ça y est, je bafouille. Moi, je m'appelle Elodie Mallet, je suis coach et consultante parentale et je suis également la créatrice de Maman Gère, qui est un blog et en fait, mon nouveau métier, c'est d'accompagner au quotidien les mamans vers une vie plus sereine, plus équilibrée, les aider à se réconcilier avec elles-mêmes
et cultiver l'harmonie au sein de leur famille. J'utilise pour ça des méthodes bienveillantes, du bien-être mental, du développement personnel en particulier. Et tout ça est arrivé parce que j'ai fait un burn-out. Je suis la maman de 3 enfants. J'ai donc ma grande fille Chloé qui a 16 ans. Et ensuite, j'ai changé de papa entre-temps et j'ai 2 petits, donc Lucas qui a 3 ans et demi presque et Elio qui va avoir 8 mois dans quelques jours. Comment ça a commencé? Alors, donc j'ai eu mon petit en août 2020. Donc j'ai fait mon congé maternité jusqu'en novembre. J'ai même prolongé un peu. J'ai réussi à aller jusqu'en décembre. Et donc j'ai repris en décembre. Et donc décembre, j'ai eu l'impression que ça allait. Donc j'ai renchaîné. J'avais pris un temps partiel quand même avec une journée de moins pour pouvoir moins courir avec les enfants. Sauf que voilà, justement, ils m'ont mis sur un remplacement à 45 minutes de la maison. Donc beaucoup de route les 3 autres jours. Donc décembre, j'ai repris pour 3 semaines, donc ça a été. Et janvier, j'ai tenu 4 semaines et au bout de la 4e semaine, j'ai pété un plomb le dernier vendredi de janvier. Et ça a été le début d'une période très compliquée. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu des classes, donc comme tout enseignant, on a des classes assez chargées par moment et des élèves qui sont pas toujours évidents à gérer. Et donc devoir gérer une classe pendant 6-7 heures toute la journée et rentrer, faire de la route, les courses et machin, et renchaîner avec ses enfants. En fait, j'avais plus de patience pour mes enfants le soir. Et du coup, ça a commencé à être pesant pour moi. Et ensuite... Déjà, être prof, c'est un travail assez physique et mental. C'est pas le métier où tu es derrière un ordinateur. C'est une autre fatigue. Hein, on donne des enfants. C'est déjà assez lourd. En réalité, même si tu n'as pas d'enfant, il y a beaucoup de profs qui font des burn-out, que ce soit par rapport à l'institution en elle-même, ou tout simplement au boulot. C'est-à-dire, comme tu dis, gérer une classe de je ne sais combien d'élèves qui sont là à crier, quoi. Toute ta journée, tu leur dis fais pas ci, fais pas ça. Enfin, bref, nous on le fait avec nos gamins et on sait très bien que c'est costaud. Donc faire ça tous les jours avec plusieurs personnes, c'est déjà bravo, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est un travail qui devrait être revalorisé. Et si tu as en plus de la route, si tu te tapes en plus des bouchons et en arrivant à la maison, tu as 2 enfants en bas âge, vraiment, c'est ce qu'on appelle le fameux surmenage. Tu as beaucoup trop de tâches par rapport à tes ressources. Mais genre à tes ressources en tant qu'être humain normal. Oui, c'était ça. T'as pas réussi à faire face. C'est juste qu'il y avait trop de choses à faire. C'était beaucoup pour ta tête et ton corps, quoi. Et j'ai pété un plomb un matin, mais pour rien. En plus, c'était juste la goutte d'eau. Ouais. T'étais toute seule à ce moment-là ou genre il y a quelqu'un qui t'a dit ah ouais là c'est... En fait, j'étais à la maison. Mon conjoint était parti avec le petit de 10 mois pour l'emmener chez la nourrice. Et moi, j'avais mon grand qui était en train de s'habiller. Je me suis rappelé que j'avais oublié d'imprimer un truc pour la classe. Donc, j'avais absolument besoin. Donc, j'allume vite l'ordinateur, l'imprimante. J'installe le grand dans la voiture. Et en fait, là, l'ordinateur ne veut pas m'imprimer mes trucs. Donc, 1 fois, 2 fois, au bout de 10 minutes, 1/4 d'heure, donc le pauvre était toujours dans la voiture. Et moi, j'ai pété un plomb. En fait, je me suis mise à pleurer. Donc, j'ai pas réussi à imprimer. J'ai tout éteint. Je suis partie. Je l'ai déposé à l'école en pleurant. Et j'ai voulu appeler mon inspection pour les prévenir que j'étais en retard. Et en fait, je suis restée 5 minutes au téléphone à pleurer pour finalement lui dire je crois que je vais pas pouvoir venir. Bah ouais, craquage émotionnel, laisse-moi tranquille. Et j'ai pleuré toute la matinée. Je suis rentrée, je me suis couchée. Ça a craqué, c'est tout. C'était, comme tu dis, la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, C'était là depuis un moment. Ça se trouve, c'était là même avant la reprise. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. En tout cas, ce jour-là... C'est possible. Enfin... 3 et 4 mois, c'est court. 3 et 4 semaines, pardon, c'est court au final. Donc, ça se trouve, c'était là avant et ça a réveillé les choses plus le postpartum. Alors, je me disais, comment est-ce que c'était
pas un burn-out professionnel. Comment tu différencies du... Alors, mon médecin m'a dit que je faisais sûrement les deux. Elle m'a dit, vous devez faire un burn-out et un postpartum en même temps. D'accord. Parce que elle m'a dit au niveau des hormones et tout, ça correspondait. Enfin, le postpartum, c'est le premier truc auquel elle a pensé. Et vu les conditions, elle m'a dit que ça devait être aussi un burn-out professionnel qui était sous-jacent, quoi, qui est ressorti en même temps. Moi, je dis souvent qu'un burn-out, il est multifactoriel en réalité. Quand tu as des enfants et que tu travailles, c'est compliqué de... Sauf si au boulot, ça va super bien de A à Z et c'est seulement le moment où tu rentres chez toi, tu te sens mal. Là, tu pourrais dire oui, c'est un burn-out parental. Mais sinon, c'est souvent un mélange de tous tes domaines de vie. Et à mon, enfin, comme ça, analyse rapidos, je pense que tu voulais pas reprendre le boulot. Sauf que la vie fait que tu reprends le boulot et ton corps, il a vite dit je suis pas d'accord, moi je veux rester à la maison. Parce que comme elle te dit, 3-4 semaines, c'est pas énorme. Donc je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension et que t'étais pas du tout aligné avec la reprise de taf. Et du coup, dès que t'as repris le travail, c'était pas possible. Le corps, il s'est exprimé rapidement en disant je veux pas y retourner. Ce qui est bien, hein. Vaut mieux que ça dure 4 semaines que 4 ans. Hein. Donc c'est même très bien. Moi, le burn-out, c'était quelques temps après ma reprise du travail. Lucas, donc mon deuxième, avait 1 an et des broutilles. Et en fait, un matin, tout simplement, je me suis écroulée au milieu de mon salon. J'étais en train de préparer mon petit-déj et... je ne sais plus, je crois, le chat passait dans mes pieds. J'ai gueulé parce que il m'agaçait de bon matin, quoi. Et puis, en fait, j'ai regardé ce chat et je me revois encore m'écrouler physiquement au milieu du salon, me retrouver comme une crêpe, là, et à même plus arriver à me relever. Et j'ai appelé mon conjoint qui a le T'étais sommeil consciente? Oui. D'accord. Mon conjoint qui a le sommeil très lourd, qu'on n'a pas entendu, c'est ma fille aînée qui a entendu que j'appelais et qui allait réveiller mon conjoint. Et puis tout s'est enchaîné. Donc ils m'ont aidé à me relever. Au début, ils ont cru malaise vagal. Et puis en fait, j'avançais plus, quoi. J'étais complètement au ralenti. Donc là, mon conjoint m'a dit oula, il y a un problème, ce n'est pas toi. On va appeler le médecin. Il a prévenu mes employeurs que je n'accueillerai pas d'enfants aujourd'hui, alors que moi je voulais aller bosser. Hein. Mmh. Et puis arrivé chez le médecin m'a repris 3 fois la tension, je crois, parce qu'en fait j'avais la tension tellement basse que le médecin se demandait encore comment j'arrivais à tenir debout. Elle m'a dit clairement que elle avait jamais vu ça, que physiquement c'était même pas possible dans ses manuels de médecine d'être debout avec la tension aussi basse que ce que j'avais. D'accord. Tu te souviens du chiffre ? Alors je me souviens plus du chiffre parce que j'ai fait un petit blackout, on va dire, de cette période-là. Envie de passer à autre chose. Donc je me souviens des grandes lignes, mais précisément non. D'accord. Ok, et donc le médecin il dit voilà, vous avez une tension basse. Comment après le diagnostic de burn-out parental est posé ? Alors ce médecin me connaissait plus ou moins puisque mon deuxième est un enfant atteint de RGO, donc des gros reflux qui sont liés à des intolérances alimentaires, etc. Et donc on allait consulter très régulièrement pour son suivi. Et en fait, elle m'a vu en fait dépérir au fil des semaines. Et elle a vu ma régression totale. Et puis mon conjoint était présent lors de la consultation, donc elle me posait des questions et elle lui posait des questions également. Et là, en quelques minutes, elle me dit non mais vous êtes épuisée, c'est tout, cherchez pas plus loin. Et là, elle a commencé à poser les mots de burn-out. D'accord. Ouais, alors un RGO, c'est hyper
dur à vivre. Ton fils, j'imagine qu'il pleurait souvent et que tu n'arrivais pas à le calmer. Alors concrètement, il pleurait 23 heures sur 24. Ouais. C'est un bébé qui hurlait tout le temps, qui avait besoin d'être porté en permanence. J'en ai attrapé des tendinites aux 2 bras et aux deux épaules, quoi. À force de le porter, même si l'écharpe de portage, tout ça était de grands soutiens, mais je l'avais tout le temps dans les bras, tout le temps sur le dos. Et il faut dire qu'en plus de ça, je travaillais plus de 10 heures par jour à accueillir les enfants d'autres. Pas évident. Et donc en fait, tu avais ton fils plus les enfants que tu gardais dans le cadre de ton activité pro. C'est ça. Ouais, plus mon ado le soir qui rentrait de l'école, faire les devoirs. Et un conjoint qui est très... Et moi, je travaillais ça rejoint un peu... finalement, ça rejoint un peu l'instinct au final. C'est ça. T'avais des enfants toute la journée, toute la nuit. C'est ça. Non-stop pour le cerveau, quoi. Tout à fait. Et puis, tu as la charge mentale qui est niveau plus, parce que tu comptes que sur toi, hein, parce que cher et tendre arrive à la maison, il lance une lessive pour ses fringues, parce qu'il repart le lendemain matin, qu'il faut que tout soit prêt et tout ça. Lui, que le frigo soit rempli en temps et en heure, qui est les devoirs faits de la grande, qui est le rendez-vous pédiatre et tout, il s'en occupe pas, quoi. Mais t'avais de l'aide, t'avais pas de la famille dans le coin, tes parents, une sœur ou quelqu'un qui pouvait t'aider? Alors, j'ai de la famille qui habite à côté, sauf que le fait que mon deuxième soit RGO, les gens ont du mal à percevoir ce que c'est au quotidien. Donc, on me disait au début, ah oui, le pauvre. De le porter, ouais. Et après, j'ai entendu, mais pourquoi tu l'allaites encore? Mais pourquoi tu le portes? Enfin, tous les clichés de si tu le portes trop, t'arriveras pas à s'en défaire. Ouais, les gars, il a marché à 9 mois et demi. Je pense que ça va, quoi. Il n'y a aucun lien. Franchement, il y a absolument Mais c'est tellement culpabilisateur en plus de lancer ce genre de remarques, de jugement. C'est déjà que c'est pas facile, mais en plus on te dit ça te fait encore plus culpabiliser. Ouais, faut arrêter, quoi. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de parler de tous ces mots des bébés, les RGO, plein d'autres choses, pour que les gens sachent que c'est vraiment le bébé, il souffre énormément et si on le porte, ça diminue un tout petit peu sa souffrance parce qu'il a sa maman et le contact d'une personne aimée, mais au final, il souffre toujours. Et le côté vertical aussi, en fait, le soulager, ça limite les reflux. Et encore, dans l'histoire, on a eu la chance, c'est que de par mon expérience professionnelle, je connaissais la pathologie, donc on a pu très très vite le traiter et le soulager un minimum avec des médicaments. Mais bon, après... il y avait d'autres choses à mettre en place qui ont été faites petit à petit. Et en attendant, je dormais 3 heures par nuit, un coup de 45 minutes. Non, mais en plus, genre, RGO, c'est le problème. Mais sinon, un bébé de base, sa tête, ça dort pas la nuit, ça pleure parce qu'il a faim, ça pleure parce qu'il a mal aux dents, ça pleure parce que la couche elle est pleine. Je veux dire, déjà de base, un bébé, ça nécessite de la vigilance et de la force et tout ce que tu veux, mais en plus RGO, ça fait beaucoup. Plus de ça, assistante maternelle avec d'autres gamins qui pleurent et tout pour le cerveau, c'est beaucoup, c'est costaud. Ouais, effectivement. J'insiste là-dessus pour vraiment, c'est un peu mathématique, quoi, que les personnes cessent finalement de culpabiliser. C'est pas qu'on est naze ou qu'on est nul ou qu'on n'a pas la force, c'est juste des comment on pourrait appeler ça, c'est des contextes qui vont solliciter beaucoup d'énergie physique et mentale et cognitive et émotionnelle et tout ce que tu veux. Donc il faut aussi reconnaître que c'est un travail difficile et donc c'est normal d'être surmené, c'est normal d'avoir de la charge mentale au point de s'effondrer, c'est normal. Ça, c'est pas une raison de santé. En fait, sur le moment, je comprenais pas parce que moi, ça faisait des mois et des mois que j'étais en mode robot.
Ça faisait des mois et des mois que clairement je n'arrivais même plus à pleurer parce qu'au début, quand avec la fatigue, avec le stress, les angoisses de ce bébé, moi j'ai mon fils qui s'est étouffé quand même avec des reflux pendant la nuit, il a fallu intervenir, faire des gestes de premier secours. Donc toute cette angoisse et tout ça, au début je pleurais. J'en parlais autour de moi et puis bon, je me levais le matin, j'étais un robot et puis j'avançais, je faisais tout ce que j'avais à faire et puis et plus encore, parce qu'il y en avait jamais assez. Et quand le médecin m'a dit ça, ouais c'est ça, bon je reprends le travail demain. Et là le médecin m'a dit mais non là je vous arrête au moins 15 jours. Vous rentrez, vous vous allongez dans votre chambre et c'était une dame, elle a regardé mon conjoint et elle a dit là, vous restez à la maison. Il a dit pas possible. Du coup, en fait, ses parents sont venus et sont restés chez nous pendant 2 semaines à s'occuper de mes enfants parce que moi j'étais au lit, je bougeais plus. Pendant 2 semaines, tu es resté au lit, tu n'arrivais pas à te lever, à faire quelconque activité qui pourrait te faire du bien. Je ne parle même pas de tâches ménagères. Mais Ah non, j'étais au lit, je dormais en fait. D'accord, ah ouais. Je dormais, je me réveillais uniquement pour donner la tétée à mon fils puisque il était toujours allaité et puis bon, c'était aussi un moyen de le soulager, de le calmer, etc. Donc voilà, mais c'était le seul moment où j'ouvrais les yeux. Sinon, je dormais réellement. J'ai fait une cure de sommeil, clairement. Je crois que pendant 2 jours, je me levais même plus pour juste à peine aller aux toilettes, me laver vite fait, quoi. Mais j'étais en robe de chambre toute la journée et puis voilà, je sortais même pas de ma chambre. Ouais. C'est connu après un effondrement, tu vois, vraiment. C'est un peu ce que tu as vécu, hein. Un effondrement, la fameuse phase de rupture, là, la fameuse phase 3 du burn-out. C'est connu qu'après ça, les personnes, elles dorment et elles font que dormir vraiment, mais un sommeil profond et ça peut durer des jours et des jours. C'est une sorte de bulle par laquelle elles passent parce que les batteries, elles sont tellement vides qu'elles sont incapables de faire autre chose. Et le corps, il veut juste se reposer pour... c'est même pas se requinquer, c'est... Tu vois la fameuse barre rouge là, de la batterie? C'est genre, elle est vide et cette bulle de sommeil, c'est juste pour avoir cette barre rouge que tu puisses par la suite prendre soin de toi correctement. Mais ouais, c'est assez connu comme étape, on va dire, de reconstruction pour le coup. Oui, exactement. Mais à ce moment-là, en fait, de toute façon, j'étais capable de rien faire de plus que de dormir. Au moindre bruit, et dès que j'entendais un des enfants passer dans le couloir ou quoi que ce soit, mais ça me hérissait le poil, quoi. Je ne les supportais même plus. J'avais mon â qui venait me faire un bisou, maman, ça va, me porter à manger, enfin, toute gentille. Et moi, je lui répondais du mieux possible, mais en gros, c'était c'est bon, casse-toi, je veux voir personne, quoi. C'était horrible. En fait, c'est l'absence de sérotonine. C'est qu'il y a une chute de sérotonine et tu n'en fabriques plus parce que tout le cortisol, en fait, il a déglingué ton intestin. Donc, il ne fabrique plus de sérotonine. Et avec l'effondrement, ça veut dire que il y en a plus. Et la sérotonine, c'est ça qui nous donne envie de faire des projets, mais du plaisir et même dans le relationnel, c'est ça qui donne, voilà, qui va te donner du sourire, l'envie de câliner, l'envie d'être gentil. Et si t'en as plus, t'en as plus. En fait, c'est pas que t'es méchante. Encore une fois, c'est physiologique, c'est qu'il y en a plus, et donc tu peux plus éprouver ce plaisir-là. Et alors, tu disais, casse-toi. Ah oui, mais c'était vraiment ça. Je repoussais, mais physiquement, quoi. C'était au-delà des mots. J'étais très dure dans mes mots, mais physiquement aussi. Même mon petit, je lui donnais la tétée et il n'y avait plus le câlin post-tétée. C'était ça y est, c'est bon, allez hop. T'as mangé, c'est bon, allez, pars-toi. C'était trop ça. Quoi, t'as 8 mois, je m'en fous, vas-y, cours.
Est-ce que tes enfants, ils en ont souffert de ça, de cette période-là? Ma fille Est-ce qu'ils aînée, t'en ont oui. reparlé? Ouais. On n'en a pas reparlé forcément parce que c'est une période qui a été vraiment compliquée pour toute la famille puisque finalement, autant j'ai été le pilier de la famille parce que tout le monde se reposait sur moi, se reposait trop sur moi. Et autant, quand je me suis effondrée, j'ai entraîné un peu tout le monde avec moi. C'est-à-dire que mon conjoint a eu extrêmement peur. Il me l'a dit à demi-mot des semaines, des mois après, mais il a eu extrêmement peur de me perdre ou que je me barre, que je lâche tout, quoi. J'avais des mots qui étaient tellement forts qu'il s'était dit c'est bon, un matin, elle va prendre la voiture, elle va partir, je vais... Mais ma fille, oui, ma fille aussi en a énormément souffert parce que du coup, elle me secondait beaucoup puisque après que mes beaux-parents soient partis, elle a compris que j'avais trop de choses à gérer au quotidien et que c'était trop pour moi. Donc, elle a voulu me soulager et puis c'était une ado, hein, donc elle était aussi en âge de participer un petit peu aux tâches ménagères, etc. Mais je voyais que c'était trop pour elle, donc du coup je culpabilisais, du coup elle aussi culpabilisait. Et puis j'étais pas agréable, clairement. J'étais vraiment très désagréable avec tout le monde. J'envoyais bouler tout le monde pour un oui, pour un non. Et tu faisais la vaisselle, tu posais l'éponge à gauche et de la poser à droite. J'enclenchais des colères. Ouais, tout à fait. J'étais extrêmement colérique. Je me reconnaissais plus. Et eux non plus. Et ils en ont vraiment souffert. Pour faire simple, dans mon couple, c'était la cata. On commençait même à parler entre... Ouais. Donc après, au bout de ces 2 semaines, il était revenu pour t'aider au final. Donc, voilà, au bout des 2 semaines, lui a pu revenir. Il faisait des allers-retours quand il travaillait pas très loin. Je me souviens, il y a des jours où le matin, il allait sur les répétitions de spectacle. Il revenait à la pause. Il mangeait même pas. Il repartait pour les concerts. Ouais. D'accord. Et ton arrêt, au final, ça a duré combien de temps? J'ai jamais repris ce métier. Ah ben. C'est un peu comme moi. J'ai jamais repris mon métier d'infirmière au final. Je suis jamais revenue à l'hôpital par anticipation. Si je traite en fait de la thématique du burn-out, c'est pas pour rien. C'est parce que personnellement aussi j'ai vécu. Il a jamais été diagnostiqué. J'ai jamais eu le besoin d'avoir la confirmation d'un professionnel de santé, mais j'arrivais à m'analyser et à savoir que effectivement là je suis plutôt en épuisement physique et émotionnel assez important, et je savais que si je reprenais le boulot ça allait signer, alors peut-être pas mon arrêt de mort, mais je savais que ça allait être fatal entre guillemets et qu'il allait se passer quelque chose de très grave et que j'ai pas envie. Et du coup, j'avoue, le fait de me connaître, ça m'a permis d'éviter un peu le pire entre guillemets. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis jamais retournée à l'hôpital. Vu que pourtant j'ai que ça, des collègues qui ont des enfants et elles arrivent très bien à gérer les deux visiblement. Mais personnellement, avec mes valeurs, je savais que si je reprenais le boulot, ça allait mal se passer, et du coup j'y suis jamais retournée. Et quand tu parlais tout à l'heure de j'étais désagréable et j'allais me séparer et tout, je me reconnais parce qu'effectivement j'avais beaucoup de colère et pour un rien du tout. Mais en fait, c'est qu'on est tellement submergé par le cortisol que de toute façon, on est en état de stress, en état d'alerte, en hypervigilance H24. Du coup, pour un rien du tout, t'exploses. Et ça m'avait fait rire ton histoire de c'est posé à gauche, c'est posé à droite. Parce qu'avec du recul, t'as des anecdotes, tu te dis, mais c'était n'importe quoi. Genre, une fois, le papa, il avait acheté des bodys. Mais j'ai pété un plan, un truc de malade parce qu'il a acheté des bodys. Mais qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce quoi?
Juste parce que moi j'avais sorti la machine à coudre, que j'étais partie dans ma tête tu vas les coudre des bodys, tu vois. Sauf que étant en épuisement total, t'avances pas dans tes projets en réalité. Tu fais du surplace, t'es surmené, donc tu fais pas les choses. Et quelque part j'étais en colère contre moi parce que j'ai toujours pas fait ces bodys et je les ai tellement pas avancés que le mec il a été en acheter. Quelqu'un de sain à ce moment-là, il lui aurait dit merci beaucoup. Moi, tu rigoles ou quoi? J'ai pété un plomb. Pourquoi t'as acheté des bodys? Mais comme quoi, c'est tout. C'est pas le body le problème en fait. Il y a tout un travail à faire et depuis il s'est fait. Mais bref, je voulais juste rebondir du coup là-dessus. Mais c'est super ce que vous racontez les filles parce que je me reconnais totalement. J'ai tendance à être hyper autoritaire quand je suis stressée et Noël dernier, ça a été un gros problème pour moi et je me rappelle qu'en septembre, quand la nouvelle rentrée, moi je reprenais aussi mon nouveau boulot après mes 5 mois de congé mat et congé parental après la naissance de ma fille et il y a un moment, ça allait pas du tout et il y a un moment j'en ai même souhaité divorcer pour avoir les enfants qu'une semaine sur 2 et donc avoir une semaine où je serais libre. Et ça, alors que je les aime profondément, mes enfants, mon mari et tout, mais j'ai souhaité ça parce que j'en pouvais plus, quoi. Non, mais je me reconnais aussi sur certains trucs. Les crises de colère pour rien, j'ai eu aussi. Mais moi, je suis pas passée par la phase de séparation. En fait, j'ai pensé des moments en me disant mais pourquoi j'ai fait des enfants j'arrivais mieux à me gérer toute seule. Donc voilà ça. Et moi, j'avais peur au contraire que mon état fasse que mon chose. Alors, j'ai pas vu mon médecin en premier du coup parce qu'elle ne travaillait pas le vendredi. Donc le premier vendredi où j'ai vu un médecin, j'ai vu ça. Elles sont 2 dans le cabinet, donc j'ai vu l'autre qui me voit occasionnellement et souvent quand ça va vraiment pas parce que c'est les jours où mon médecin à moi ne travaille pas. Donc elle m'a arrêté. Prochain, je vais travailler. Et elle m'a dit non, hors de question, vu votre tension, vu que vous n'arrêtez pas de pleurer. Non, elle me dit vous avez besoin de vous reposer et de dormir et de vous occuper de vous. Donc elle m'a dit je vous donne rendez-vous avec votre médecin la semaine prochaine. Donc c'est elle qui m'a pris le rendez-vous avec mon médecin. Et mon médecin m'a arrêté, je crois, 1 mois entier jusqu'aux vacances scolaires suivantes. Et en fait, à chaque fois que j'ai retourné la voir, elle m'arrêtait de nouveau. Je suis toujours arrêtée là actuellement. Et comment ça se passait vis-à-vis du reste de ta famille? Comment toi, tu te sentais à la maison? Est-ce que tu faisais que de dormir comme Elodie ou qu'est-ce que tu faisais en fait? Non, je tricotais. Ah oui. J'avais besoin de faire un truc, de m'occuper les mains et l'esprit. Donc, j'ai pas fait grand-chose dans la maison au début. Par contre, mes 2 médecins m'avaient bien dit vous ne gardez pas vos enfants, ils vont chez la nourrice et à l'école, vous ne les gardez pas avec vous. Donc, j'avais interdiction de les avoir. Mais voilà, elles m'ont dit vous vous occupez de vous, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous allez chez quoi. Fallait que je m'occupe de moi. Et donc, tu as profité, c'était plutôt agréable de ces moments-là où tu t'es occupée de toi, de ton corps? Au début, non, parce que je culpabilisais beaucoup. Tu culpabilisais vis-à-vis de quoi? D'être arrêtée, de pas réussir à ne pas m'énerver avec mes enfants. Je sais que pendant un moment, mon médecin m'avait conseillé de voir un psychologue, donc j'ai repris des séances avec un psychologue que j'avais vu 5-6 ans avant. Et il y a même des moments où en fait j'ai eu l'impression d'être dans la maltraitance avec mes enfants, donc je culpabilise. C'est pas, vu l'état dans lequel t'étais, c'est pas de la maltraitance pour moi. Effectivement, ça fait partie des VO, des violences éducatives ordinaires, mais la maltraitance, c'est beaucoup, c'est genre les douches froides, je sais plus les noms là, non, ça j'ai pas fait. Non mais voilà, ça va. Parler de maltraitance, je crois que j'ai mis une fessée assez forte. En fait, j'ai pas réussi à mesurer et je crois qu'il y avait un bleu sur la fesse le lendemain. Ou alors, est-ce que c'était un bleu parce qu'il en a partout, qui tombe tout le temps dans la cour et qu'il en a plein les genoux? Est-ce qu'il est tombé sur les fesses comme des fois il me dit? Est-ce que c'est moi? Ouais. Oui, parce que j'ai senti que. Ouais. Ouais, en fait, t'as senti que le geste, il était
il était pas très... Alors, je sais que je vais me faire taper, mais il y en a beaucoup qui vont dire je donne des fessées, c'est éducatif, c'est pédagogique. Bon, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que les personnes qui regrettent, c'est celles qui se disent non, en réalité, quand j'ai frappé là, c'était de la colère et j'avais besoin de me défouler et c'était ça. Quand tu arrives à conscientiser le truc, tu réfléchis, tu dis oui, là vraiment j'ai frappé parce qu'il y avait... si c'était un sac de guillemets, hein, et c'est là où ils regrettent, ils culpabilisent, ils disent ouais j'étais dans la maltraitance. Mais moi j'ai envie de dire c'est cool que tu arrives à avoir cette réflexion. Je suis complètement là-dedans. Hein. Parce que tout le monde ne l'a pas. C'est pas du tout pédagogique ou éducatif. Pour moi c'est la colère et ça déborde et ça déborde trop. Pour te dire, moi je frappe le mur. Oui, mais j'ai... Parce que en fait, je refuse de refouler ça. Je suis trop en colère. Je vais pas te frapper toi. Combien de fois je frappe le mur et j'ai mal à mes poignets. Je préfère ça. Mais c'est véridique, c'est une vérité. Je vais pas la masquer. Je suis en colère. Faut que ça sorte. Il faut la faire sortir, la colère. Hein. Même pour les enfants, ils ont besoin de crier, de sauter quand ils sont en colère. C'est bien de la sortir. On a eu trop tendance à masquer toutes les émotions dites négatives là parce qu'elles dérangent, parce que socialement c'est pas bien. Pas possible. Faut les accepter. Après, il faut savoir les canaliser parce qu'effectivement, faut pas taper les autres. Peut-être qu'on peut rediriger pour taper quelque chose qui aura moins. Après, pour en venir au traitement, toutes les deux, Élodie et Mylène, vous avez... Alors pour ma part, il n'y a pas eu de traitement médicamenteux, il n'y a pas eu de suivi psy derrière parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu cette phase où j'ai beaucoup dormi et après, en une petite semaine, j'ai rebondi dans mes réflexions et de suite je repartais en fait. De suite je rebondissais vers ça va pas, ça il faut que ça change. Enfin, j'avais ciblé ce qu'il fallait changer dans ma vie et où était le problème parce que ça faisait des années que je faisais du développement personnel, ça faisait des années que je travaillais aussi sur moi. Donc, je connaissais aussi mes faiblesses et du coup, j'ai pu plus facilement les pointer et aller de l'avant. Donc, quand mon médecin m'a revue, parce que je devais quand même, au bout de 15 jours, y revenir, faire un bilan, etc. J'avais fait un bilan hormonal pour savoir si c'était pas la chute des hormones, etc. Et quand elle a vu que je rebondissais, elle m'a dit « Bon, ben c'est bon. Tu es sur la bonne voie, s'il y a quoi que ce soit, au moindre signe, tu reviens, mais là, particulier derrière. » Après, je me suis faite accompagner par des coachs, je me suis faite, mais pour rebondir sur... Mylène ? Alors moi, j'ai eu le psychologue directement, parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé, donc j'ai revu celui que j'avais vu il y a des années. Et au début, elle m'avait donné un anxiolytique, si je dis pas de bêtises, que je confonds. Et sauf qu'en fait, c'était beaucoup trop fort, donc je le prenais. Je l'ai pris une fois, je l'ai pas repris derrière, parce que le lendemain, j'ai eu l'impression d'être une carpette toute la journée. Et du coup, quand j'ai revu le médecin, je lui ai expliqué. Elle m'a dit prenez un demi-comprimé quand ça va pas et prenez-le que quand vous sentez que ça déborde. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, mais pareil, le lendemain, j'avais l'impression d'être aussi écrasée. Fatiguée, j'avais des migraines constamment. Donc j'ai arrêté de le prendre et comme je n'allais pas mieux, elle a commencé à me parler d'antidépresseurs. Et donc ça devait être au mois d'avril. Et en fait, elle me l'a prescrit en me disant, par contre, attention, là, si on est parti pour le commencer là, vous ne devez pas l'arrêter. Et on est parti pour 1 an parce qu'on ne l'arrête qu'au beau jour. Donc, en gros, si vous le commencez là, on l'arrêtera que l'année prochaine, en avril, si vous allez mieux. Et ça a un peu été le déclic parce que je me suis dit que je voulais pas de ça. Et donc, je l'ai acheté quand même. Je suis sortie du médecin, je suis allée à la pharmacie, je l'ai acheté et j'ai aussi posé des questions là-dessus. En gros, il y avait beaucoup de contraintes, quoi. Déjà, elle te parle d'1 année de traitement, des effets indésirables. Et puis le côté allaitement, je me suis dit voilà, je veux pas que ça aille je veux pas que mon fils l'ingère non plus.
Voilà, donc je me suis dit au début, je vais attendre 2 semaines, la fin des vacances, parce qu'en plus, il y a eu le 3e confinement qui est tombé à ce moment-là. Ouais. Donc je me suis dit, je vais attendre les 3 semaines, parce qu'elle m'a dit, voilà, c'est ça, le 3e confinement tombait, et elle m'a dit, les 2 premières semaines vont être très dures, le temps que votre corps s'habitue au traitement. Donc je me suis dit, 1 semaine d'école à la maison, 2 semaines de vacances avec les 2 enfants, je me suis dit, je vais pas le prendre à ce moment-là, c'est pas le moment. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé sur la table de la cuisine, donc de 3 semaines. Et c'est au bout de ces 3 semaines-là, en fait, que j'ai revu mon médecin et que je lui ai dit, en fait, je l'ai pas pris et je vais pas le prendre. Parce que bizarrement, oui. J'ai eu l'impression. Tu saurais analyser qu'est-ce qui t'a fait te sentir mieux? Alors, je pense que j'ai eu le déclic du médicament, en fait, le fait de pas vouloir le prendre, et une discussion avec mon conjoint aussi. D'accord. Sur mon travail et le fait que je j'avais pas envie d'y retourner, que j'étais pas prête, que je voulais faire autre chose. Moi, je dirais c'est parce que tu t'es alignée. C'est tout. Ouais, je pense. Ouais, je pense. On a eu le côté médicament plus la discussion. En fait, mon conjoint m'a dit, écoute, si tu veux essayer autre chose, vas-y, je te soutiens. Et ça a été aussi le début de la remontée de la pente. Ouais, c'est parce que tu sais, tout le champ de travail, c'est tout, il était sorti de ta tête. Tout le stress lié à ton activité pro, elle est partie. Vu que tu étais sereine à l'idée de ne plus y retourner. C'est ça. C'est grand pas. Mais quand on parle d'alignement, c'est ça. C'est pour ça que je reste persuadée que toi, tu étais en stress avant de reprendre le boulot. Et que reprendre le boulot, c'est venu confirmer que non, c'est pas possible, tu peux pas le reprendre. Donc dès que tu t'es dit, oui, c'est sûr et certain, j'y retourne pas, je fais autre chose, il y a un gros poids qui est parti. Et donc à ce moment-là, t'as pas besoin d'antidépresseurs. En plus, c'est cool parce que le médecin dont tu parles, il a bien insisté sur sur tout ce qui n'est pas chouette dans un antidépresseur. Du coup, toi, ça t'a plutôt ralenti. Et t'as mis de l'énergie ailleurs. Et donc, t'as trouvé d'autres solutions. Parce que ça peut être un... Et vis-à-vis de tes enfants, à partir de là, est-ce que la relation, ça s'est apaisé J'ai l'impression que c'est un peu moins tendu. Et puis, j'essaye aussi, je sens aussi que j'expédie moins la sieste, le coucher, parce que je me retrouve pas à 19h à dire allez, hop, tout le monde mange, tout le monde en pyjama, au dodo, comme ça, on est tranquille, quoi. Tu profites plus du moment. Je prends plus le temps, je reprends le plaisir de lire l'histoire du film et voilà. Donc j'ai vu une psychologue à côté pour mon fils. Ouais, donc il verbalisait en fait ton fils. Oui. Enfin, il verbalisait. Non, n'importe quoi. Il exprimait en fait son mal-être. Complètement. Enfin, le problème avec lui, elle pas du tout en lien avec ce que moi je vivais, mais il se rendait bien compte que, quand on est arrivé chez sa psychologue, le premier truc qu'il m'a dit, c'est on vient pour essayer que maman se mette moins en colère. C'est pas tout à fait comme ça que j'avais présenté la chose, mais c'est ce que lui en a. Ok, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme projet vis-à-vis de ta... Tu es en disponibilité? Oui, je disais au début que j'avais mon côté... j'ai une auto-entreprise de design tricot, donc je pense que je vais essayer de... Et toi, du coup, Élodie, après ta semaine de réflexion où tu t'es recentrée sur... qu'est-ce que tu en as retiré de... Et on a tout remis à plat pour l'organisation familiale, pour notre couple, pour notre temps personnel à chacun et surtout ma reconversion professionnelle, encore une, donc dans mon parcours. Et depuis, je quitte. Super. Et après, donc une fois que tu as enclenché ce projet-là, comment ça se passait, les relations avec tes enfants et ton conjoint? Alors, tout s'est naturellement remis en place. C'est-à-dire que plus je faisais du travail sur moi, plus je me sentais mieux, moi, plus ça rayonnait Elio. Voilà. Ouais. Alors, vous avez eu ce deuxième petit garçon. Est-ce que tu as eu peur que ça revienne, toutes ces peurs, tout ce burn-out au final?
Oui et non. En fait, Elio est un bébé surprise. C'est notre petit Kinder surprise, comme on l'a eu appelé pendant plusieurs semaines. C'est notre rayon de soleil. C'est le bébé comme dans les livres, le bébé modèle. Il fait quasiment ses nuits. Voilà, sauf là en ce moment il y a les dents, il fait sa vie, il est cool, il se manifeste parce que c'est un bébé et qu'il faut changer la couche et que de temps en temps il faut le nourrir, mais il nous a vraiment réconciliés avec la parentalité en fait. Et, voilà ton défi facile. C'est ça. Bah, super. Et toi Mylène, du coup, est-ce que tu as trouvé un défi facile? Moi, j'ai une étape, mais c'est avant les enfants, en fait. Moi, j'avais peur de l'accouchement. Je ne sais pas si ça rentre. Si, tout est accepté. Non, moi, c'est les deux accouchements. À chaque fois, c'est des choses, c'est vrai, qui m'angoissaient un peu. Moins la deuxième, parce que j'avais déjà connu la première, mais au final, c'est très, très bien passé, même mieux que ce que j'imaginais. Bon, écoutez, je vous remercie les filles, Élodie et Mylène, de nous avoir livré tout ce qui s'est passé autour de votre burn-out. C'est très intéressant, je trouve ça important. De nous aider aussi à faire connaître ce qu'est le burn-out parental et puis on peut y arriver, on peut s'en sortir, c'est pas une fin. Et je dirais même qu'on en sort... alors plus forte, ça fait la phrase bidon prête à l'emploi, mais réellement on en sort autrement. Voilà. Vu que ça nous oblige à nous reconnecter à nous, à revoir un peu nos compétences et vraiment nos valeurs et vers quoi on veut tendre. Donc forcément, on en sort avec un enseignement, des fois même de nouvelles compétences. Et alors t'es pas obligé de passer par un burn-out, bien évidemment, mais en tout cas, on peut se dire qu'heureusement, ce n'est pas qu'une épreuve. Il y a du positif et ça fait partie de la vie. Et du coup, résilience. On surmonte et on exploite tout ce qu'on peut et puis on avance. Et comme tu disais, c'est pas fatal, on n'en meurt pas. Très peu, en tout cas. Il y a un très très petit pourcentage de crise cardiaque et compagnie, mais voilà, généralement c'est un effondrement où tu restes à la maison et tu dors. Mais il faut prendre soin de soi. Faut pas rester dans la honte, dans la culpabilité. Il faut aller voir un professionnel de santé. Il faut prendre soin de soi. Voilà, c'est tout. En parler. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors merci plus pour ton écoute. Juste avant de se quitter, je t'informe qu'il y aura un challenge du 30 septembre au 4 octobre. Ça va être 5 jours transformationnels dans lesquels tu pourras bosser sur les aspects indispensables, les trucs qu'il faut absolument revoir si tu veux remonter la pente. Ce sera 5 jours de live avec des petits défis et le fait de relever ces défis vont te faire énormément de bien et vont déclencher tout un processus de changement par la suite. En tout cas, c'est le but de ce challenge. Tu pourras t'y inscrire en checkant un peu les liens qui sont dans le descriptif. Sinon, sur Instagram, tu trouveras le lien dans ma bio. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, je te mets les comptes de Mylène et Élodie pour que tu puisses aller voir leur travail et tu verras qu'elles sont très inspirantes. D'ailleurs, si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux aussi me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, ça permet vraiment de faire vivre le podcast. Rappelle-toi qu'il est toujours possible pour toi de réserver une séance offerte avec moi pour parler de ta situation, voir où tu en es. Ici, moi, je peux t'aider. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, booste ton feeling good.